À quelle époque aurais-tu aimé vivre? Est-ce que tu dirais que tu es accro à ton portable? Selon toi, quel film n'aurait pas dû avoir de suite? Qu'est-ce qui te fait le plus douter? À ton sens, quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé? Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personnalité, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste ou un congénère podcasteur, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. Et on est parti, ça y est, ça enregistre. Bonjour. Alors bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices aléatoires, et bonjour Léa. Mais bonjour, comment allez-vous? Mais très bien, merci. On va pas se voyer quand même, surtout depuis le temps qu'on se connaît. Donc voilà, j'ai l'immense plaisir d'accueillir une deuxième Léa sur Aléatoire, qui est aussi musicienne, sous le nom de Léa Jacques Taest. Alors on va parler un peu de Léa Jacques Taest et aussi de ton goût pour plein de choses, parce que vous n'avez pas l'image, mais il y a un magnifique t-shirt Dalida en face de moi, il y a une magnifique boucle d'oreille tête de mort. D'ailleurs, le t-shirt Dalida, c'est l'autre Léa qui me l'a offert. Ah bah... Léa Bleurenne qu'on salue. Léa Bleurenne qu'on salue, évidemment. Je fais beaucoup d'épisodes, mine de rien, qui sont liés à Bleurenne. J'appelle ça un peu la galaxie Bleurenne parce que, comme je te le disais, le prochain épisode qui sort, c'est avec Rosa de Dennis and the Roses. On a hâte. Et j'ai aussi fait Clément et je pense que je vais en faire pas mal. Mais alors donc, du coup, t'es connue sous le nom de Léa Jacques Taest en tant que musicienne. Ça fait 4 ans à peu près, 5 ans que le projet existe. C'est difficile à dater parce que c'est pas comme un groupe où il y a eu la première répète qui a marqué le début de quelque chose. Mais mes premiers concerts, ils datent de 2019, je crois, donc on va dater ça comme ça. C'est ça, ouais. Un des premiers concerts qu'on a partagé. C'est vrai. On avait joué ensemble à Logresse. À Logresse, c'était 6 routes. C'était mortel. Mon Dieu. Moi, en plus, j'avais la crève juste avant de monter sur scène. C'était horrible. Et pour la petite histoire, on s'est rencontrés parce qu'à une époque, je cherchais une chanteuse pour mon groupe. De Death. Un peu orienté Death Doom, ce genre de choses. Finalement, ça ne s'est pas fait, mais ça aurait été rigolo. Ça ne s'est pas fait parce que le groupe a splitté très peu de temps après qu'on se rencontre. Et je me souviens que là où on s'est reparlé pour la première fois, vraiment, et qu'on avait évoqué l'idée de se faire ce concert en commun, c'était au concert d'I Hate God dans la rue Jean-Pierre Timbaud. Le meilleur concert de ma vie. C'est pareil. Donc, je te laisse raconter. Tu imagines que le pit... C'était la rue Jean-Pierre Timbaud quand même, parce que c'était un concert surprise pour la fête de la musique. Et du coup, I Hate God jouait devant cet excellent bar qui n'existe plus, qui s'appelait l'UFO. Qui était tenu par notre ami Cyril, qu'on salue aussi. On l'embrasse très fort. Et du coup, c'était complètement la folie dans la rue Jean-Pierre Timbaud. Il y avait des pogos, il y avait des slams. Je me suis retrouvée à slammer sur le flanc d'une voiture. Il y avait des gens qui sautaient du haut des camionnettes. C'était n'importe quoi. Il y a eu 0 accident et 0 baston. Et pourtant, tout était réuni pour qu'il y en ait une. Incroyable moment, c'était un des meilleurs, si ce n'est le meilleur concert de ma vie. C'était un très 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 grand moment. Alors du coup, pour revenir un peu à toi, donc avec Léa Jacques Taest, tu as déjà sorti 2 projets, on peut dire. Stranger, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en fin 2019. L'été 2019. L'été 2019. Pendant le confinement, tu as sorti Les Films pour adultes. Oui. Qui est un single, et assez original, un single sous forme de fanzine. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on pouvait commander un petit fanzine avec les paroles et avec des articles. Alors, c'était un espèce d'univers graphique autour de la chanson. Et puis, il était connecté, cet objet. Dans le single, il y avait des accès dans le songbook, il y avait des accès pour la version studio, mais aussi la version acoustique et le remix de la chanson qui ne sont pas sur les internets. Très bien. Alors du coup, on va un peu parler de tout ça. Mais donc, tu as dit qu'il n'y avait pas vraiment de date de début à Léa Jacques Taest, vu que c'est un projet solo et donc c'est un projet qui a été mûri pendant de longues années. Mais à peu près, quand est-ce que tu as commencé la musique et quelles ont été tes premières expériences et les premiers trucs que tu as fait en musique? J'ai commencé à la chorale de la maternelle. Ah oui. C'est comme ça que j'ai appris à chanter. Après, j'ai développé tout ça en autodidacte. Et quand j'avais 16 ans,
à peu près par là, j'avais un groupe de punk, punk rock. Alors, c'était vachement la mode du punk cabaret. C'était en plein Dresden Dolls et Ouais. compagnie. Et c'était un groupe de punk un peu protéiforme comme ça, où je chantais. Et puis, c'était un petit projet de jeunesse. On a fait quelques concerts. Notre dernier concert, c'était devant la parapharmacie de Federbe Chalini. À la fête de la musique, c'était inoubliable. C'est très cabaret comme emplacement, la pharmacie de Federbe Chalini. Ouais, il y a des photos, je crois. Et puis après ça, j'ai fait de la musique un peu dans ma chambre. Je gratouillais un peu sans vraiment jouer de la guitare. Mais j'avais quand même une envie très viscérale de continuer à faire de la musique. J'ai cherché à intégrer des groupes, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et j'ai commencé des trucs avec des musiciens qui étaient toujours très très bons, ou pas d'ailleurs, mais il y a eu des très très belles rencontres. Mais ça a jamais pris, et puis je me suis rendu compte que en fait, je voulais vraiment composer mes propres chansons. Donc j'ai progressé lentement et sûrement à la guitare. Et je suis devenue compositrice de fil en aiguille. Aujourd'hui, j'ai pas une technique monstrueuse, mais par contre, je m'éclate vraiment beaucoup sur la composition et je commence à développer ça sur d'autres instruments, etc. Ouais. Et donc voilà, j'ai sorti mon premier EP donc Stranger, qui était en guitare-voix acoustique totale. Et donc mon single Les films pour adultes, qui était avec des sons un peu plus expérimentaux. Et là, j'ai développé une formule live où je suis beaucoup sur des boucles et des sons de guitare un peu particuliers. Et on va voir, là, j'ai une maquette d'album dans le tiroir où Ok. je ne sais pas si je vais rester toute seule dans ce projet. C'est mon questionnement actuel. Ok, ouais, parce que c'est vrai que pour avoir pas mal suivi l'évolution de Léa Jacques Test, tu as eu tendance à beaucoup t'électrifier en fait récemment, et tu rajoutes aussi du thérémine maintenant. Oui, je termine pas très bien, mais je m'amuse bien, j'adore cet instrument. Parce que alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le thérémine, est-ce que tu peux expliquer Alors, le thérémine, c'est le premier instrument électronique, je crois, qui a une centaine d'années maintenant. Et c'est une espèce de boîtier avec des antennes, et ça fonctionne avec des ondes, et avec tes mains, tu modifies la hauteur de note d'une main, de la main droite, et de la main gauche, tu modifies le volume, et puis ça ressemble un petit peu à du violon. C'est assez proche du violon ou même du chant, ce que tu peux faire avec un thérémine. Mais c'est un son qui était beaucoup utilisé dans les films de SF des années 50. Oui. Donc un espèce de... Voilà. Le bruit des soucoupes volantes chez Ed Wood. On est complètement là-dedans. On est complètement là-dedans. Et du coup, tu t'apprêtes aussi à sortir donc, à la rentrée. Ou avant. Date de sortie incertaine, mais dès que je le reçois, en fait. D'accord. Mais donc, il y a un nouveau fanzine qui s'appelle La vie secrète des chansons cathartiques, de Morbid Angel à Angèle, qui en plus est imprimé par Maison Riso. Donc ça sera on les embrasse. Un très bel objet. Bah, pareil, comment t'es venue cette envie de faire ce fanzine? Parce que du coup, il y a plusieurs articles. Là, c'est un truc un peu plus gros, un peu plus conséquent que les films pour adultes en termes de contenu écrit. Ouais. Eh bien, alors dans ma vie d'à côté, je suis graphiste et j'aime beaucoup écrire aussi. Et il se trouve que pendant la semaine entre Noël et le Nouvel An, c'était aussi la semaine où j'avais le Covid. Oui, moi aussi. Et donc, je suis restée chez moi et j'avais ce petit truc dans ma tête de... Si je commençais à écrire sur ma musique et sur l'expérience que c'est de faire de la musique. Et donc, j'y suis allée, j'ai commencé ce projet. Et en fait, ce zine, ça parle des chansons cathartiques. Donc, la définition sur laquelle je me suis arrêtée pour ce projet, c'est une chanson qui exprime un sentiment profond de la part de son auteur ou de son autrice. Et donc, je parle du processus d'écriture d'une chanson cathartique et ce que ça fait de la chanter. Et de la chanter à répétition avec le temps. J'ai interrogé des professionnels de la musique, donc le programmateur de Petit Bain, une DJ qui s'appelle Mika Melto, Bleu Reine, on l'embrasse. Évidemment. Et des journalistes musicaux sur
leur rapport aux chansons cathartiques, qu'est-ce qu'ils ressentent à l'écoute. Je suis allée voir un musicien expérimental qui s'appelle Frédéric Oberland, qui fait de la musique instrumentale, et je lui ai posé les questions de comment exprimer un sentiment fort sans parole. Je parle aussi du live, de qu'est-ce que ça fait de jouer en live ces chansons-là, et d'écouter, d'assister à des concerts puissants au niveau de l'expression sentimentale. Et un avion passe. Ouais, il y a un avion qui passe. Parce qu'on profite du beau temps pour enregistrer depuis ma petite cour. Et une question qu'on m'a beaucoup posée durant l'élaboration de ce projet, c'est justement qu'est-ce que tu appelles chanson cathartique. Et la conclusion de ce zine, c'est justement où commence et où s'arrête la catharsis dans la création musicale. Très bien. Et donc, ça devrait sortir. Ben, ça sort quand ça sort. Ça sort quand ça sort. Parce qu'actuellement, avec toutes ces histoires de déconfinement, tout ce qui est production d'objets, j'ai l'impression que c'est un peu la folie. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un imprimeur disponible. Et donc, c'est imprimé en risographie, qui est une très, très, très belle technique d'impression avec des très belles textures, des très belles couleurs. Et c'est comme les vinyles, en fait. C'est monstrueux, les délais d'attente. Tout le monde est surchargé, que ce soit côté imprimeur, côté fournisseur, etc. Donc, il est en cours d'impression et de façonnage. Donc, il arrive très bientôt. Et donc, tu as prévu une release party. Tu me disais, mais je suis en train d'élaborer ça. Il n'y a pas encore de lieu, pas encore de date, mais voilà, on verra. J'aimerais bien faire ça à la rentrée, faire un truc un peu farfelu, avec un petit concert de reprise qui soit un peu la version live de cette expérience éditoriale. Du coup, il y aura une reprise de Morbid Angel. C'est une idée. Si c'est dans le titre. Alors, c'est le titre de la conclusion de Morbid Angel, Angèle. Mais le vrai titre, c'est La vie secrète des chansons cathartiques, leurs origines, leurs missions, leurs multiples facettes. D'accord. Très bien. Eh bien, écoute, je pense qu'on va pouvoir tirer la première question, sauf si tu as des choses à rajouter sur ton activité et sur ce que devraient connaître les auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Non, j'ai envie de dire écoutez et faites-vous une idée par vous-même. C'est ça, oui. Oui, on va pas te demander tes influences. Ah, merci. C'est très... Et du coup, la première question, ce sera... Si tu pouvais avoir un don, lequel serait-il ? Un don ? Je voudrais... Merde. Tu peux prendre ton temps. Ok, il y a des coupes ou pas au montage ? Si les blancs sont vraiment trop longs, oui, je les coupe. Mais il faut vraiment savoir qu'un un blanc qui te semble interminable quand c'est toi qui parles n'est pas interminable pour l'auditeur. Hein. Il se dit oui, non, je n'ai pas remarqué. Un don. Je sais pas, je suis assez contente avec tout ce que je sais faire et tout ce qui s'articule entre mes diverses connaissances et où ça m'amène. Donc je sais pas si je voudrais avoir de dons en fait. Non, je crois pas. Rien lié à la musique qui pourrait, je sais pas, aider ou modifier ton processus créatif, ou justement Je sais pas, un don social peut-être. Je suis vraiment épuisée par toute la partie réseautage et la partie contact et organisation. Et communication. Ouais, je voudrais avoir le don que peut-être ça se fasse tout seul. Que ce soit... Ouais, que ça... Ça, c'est pas un don, c'est un ange gardien. C'est un souhait. C'est un manager, en fait. Voilà, je voudrais avoir le don d'avoir un manager ou une manageuse. Très bien. Alors, ça se trouve, la réponse va être il y en a pas, mais je sais pas. Le jeu vidéo auquel tu as le plus joué ? C'était sans doute Pandemonium sur. C'était quoi ? C'était sur PlayStation quand j'étais petite. Peut-être. Je suis pas une gameuse du tout. Ou alors, ça remonte à la Game Boy, tout ça. Ok. Pokémon, sans doute. Version jaune, évidemment. Mais non, j'ai pas grand-chose de ouf à dire sur les jeux vidéo. Hein. Mais Pandemonium, ça a l'air intéressant. Ça a l'air très goth comme jeu vidéo. Ah ouais, c'était dans un espèce d'univers
fantaisiste. T'avais une espèce de meuf qui ressemblait un peu à Lilou Dallas, mais version gitane, version un peu Esmeralda, un Ok. crossover entre Esmeralda Et Lilou de. ouais, où tu pouvais jouer un espèce de fou. T'avais un espèce de niveau bonus qui était dans un flipper. C'était assez sympa, assez visuel. Et puis t'étais dans des espèces d'univers avec de la forêt. Il y avait des champignons magiques, il y avait des cristaux, etc. Et sinon, comment s'appelait ce jeu? Soul Calibur. Ah ouais. Ouais, Soul Calibur avec toujours des personnages de haut en couleur aussi, comme ça, Ouais. un peu fantaisiste. Mais ouais, non, mon aventure avec les jeux vidéo s'est arrêtée très tôt quand Ok. même. Ouais. Ouais, c'est un truc que t'as fait quand t'étais enfant. Voilà. Mais d'ailleurs, c'était ta console ou c'était la console de ton cousin, ton frère, un pote Alors, avec mon frère, ou une pote ou une sœur ou. bah, mon frère, c'est pas un gros gamer non plus. On a Ok. eu une PlayStation. On s'est arrêté à la PlayStation 1, c'est dire. Ok, ouais. Et la Dreamcast de mon amie Sophie qui habitait au bout de ma rue. D'accord. Voilà. Oh putain, la Dreamcast aussi, c'est assez. Soul Calibur, Dreamcast. Oui, c'est vrai que le premier était sur Dreamcast en fait, et Mhm. ensuite ils ont été sur PlayStation 2. Effectivement. Alors, as-tu déjà rencontré des personnes vénales? Des personnes vénales, oui. Il y avait la meilleure amie de mon frère, qui était, super, on l'embrasse d'ailleurs, je pense. À un moment donné, elle était call girl. Elle a une vie incroyable cette nana. Et à un moment donné, elle était call girl et elle me racontait qu'avec, son cum du moment, il y avait 2, heu, il avait 2 cartes bleues et ah putain, je sais pas si je peux raconter ça dans un podcast. Mais en gros, quand elle l'autorisait à le prendre par derrière, il l'autorisait à utiliser la deuxième carte bleue. D'accord. Et voilà, après, elle a déménagé en Corse et elle est devenue, taxidermiste, je crois. Ok. Et voilà, donc je pense que c'est le seul souvenir d'une personne vénale que je puisse avoir. Et je me souviens que quand on était petit, une fois, on avait volé toutes les affaires de sa mère et on est allé les revendre au bord de la route. Ouais, ok. C'est toujours la même personne, mais j'ai pas envie de m'en souvenir comme quelqu'un de vénal, mais juste comme quelqu'un d'aventurier. Elle vivait vraiment comme une boule de flipper. Je suis en train de reprendre cette chanson et je m'interroge sur qu'est-ce que ça signifie vivre comme une boule de flipper. Et je pense que la vie de cette personne répond à ma question. C'est assez violent quand même la boule de flipper. Enfin, tu te fais un peu malmener. Est-ce que la boule de flipper contrôle un peu sa direction ou Ben, je ne sais pas, faudrait reprendre contact avec elle. faudrait lui demander si elle se sent comme une boule de flipper qui roule du coup. Voilà. Alors, comment les gens qui te connaissent te décrivent-ils? Comme quelqu'un de sensible, je crois. Et je sais pas si c'est une bonne chose. Je dirais que je suis quelqu'un d'empathique et je sais pas si c'est une qualité ou si c'est un défaut. Je pense que c'est D'être empathique? Ouais, je pense que c'est un peu les 2. Je vois difficilement comment ça peut être perçu comme un défaut, Bah, l'empathie. il y a des revers, hein. Oui, ouais, mais comme toute qualité en fait, Ouais. c'est revers donc. Mais je crois que les gens qui m'entourent et qui me décriraient comme quelqu'un d'empathique le sont aussi. Mhm. Je suis entourée de personnes très très empathiques et je pense que c'est un peu notre ciment à toutes et tous. Sinon, elle me décrirait peut-être comme quelqu'un de barré. J'ai l'impression que autour de mon projet musical, par exemple, c'est quelque chose que j'avais pas anticipé, mais je crois que ce qui en ressort, c'est quelque chose d'assez barré ou un peu ovni au final. D'ailleurs, Térémine. voilà, d'où le térémine. D'ailleurs, j'ai une chanson qui parle des ovnis en région PACA. Oui, c'est vrai. Qui s'appelle Horizon du fantastique. Et c'est quelque chose que j'avais pas prévu, en fait. Quand j'ai commencé mon projet musical, je savais pas du tout vers quoi ça allait me mener. Je savais que j'avais des influences, que j'avais des choses par lesquelles je voulais commencer, etc.
mais la rencontre avec le moi barré était pas prévue et au final, c'est assez réjouissant. C'est une belle rencontre. Ça fait mal au crâne des fois quand même. Mais voilà, par le biais de mon projet musical, je pense que je peux être perçue comme quelqu'un de barré ou un peu ovni. Oui, aussi parce que tu portes des t-shirts Xanadu. Hein, C'est vrai. j'en connais pas beaucoup. Déjà, des gens qui connaissent ce film, j'en connais pas. Meilleur film, foncé. C'est le film qui a coulé la carrière d'Olivia Newton-John. Meilleure façon de le vendre. Le monde n'était pas prêt pour Xanadu. C'était juste après Grease. C'était en 80 ou 81. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde n'est toujours pas On n'est prêt. toujours pas prêt pour Xanadu. Et je crois qu'il y a aussi l'acteur principal du film The Warriors. Je sais pas, mais le mec ressemble un peu à Alec Empire, mais version 80. Voilà, ouais. Voilà. Et qui joue dans The Warriors. Je connais pas. Ça, c'est un super film, pareil, des années 70. En gros, moi, c'est un de mes films préférés. Ça commence, t'as tous les gangs de New York qui se réunissent pour faire la paix et pour devenir quasiment qu'un seul gang. Parce qu'ils disent on est plus nombreux que la police, on peut contrôler les rues, New York ça peut être notre ville, sauf que le chef qui réunit tous ces gens ça ne peut que bien se passer, se fait assassiner pendant sa présentation et on accuse le gang des Warriors qui ne sont pas les coupables et du coup le film c'est juste ça les suit en train d'essayer de rentrer à Brooklyn, à Coney Island, qui est leur territoire, où ils seront en sécurité. Génial. Et c'est mortel comme film. C'est vraiment... faut voir ce film. Le double feature Xanadu et... Xanadu Warriors. Grave. Faut faire des soirées... Faudrait faire un ciné-club Bloren, Léa Jacta. Oh là 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 là. Un truc formidable. On t'invite, tu seras le marin, le parrain. Le marin, ça me va très bien. Le marin de notre Ah non, mais je serais ciné-club. super chaud pour faire un triple features. On choisit chacun un film. On se retrouve avec Les Visiteurs, Xanadu et Martyr. Ça va être... Et merde. Une salle, mais 3 ambiances. Et 3 personnes aussi, à mon avis, parce que personne ne viendra. Quel titre de chanson résumerait ta vie ? Ça, c'est tout désigné. Toutes mes chansons. Quel titre de chanson ? Ça n'est pas forcément une chanson de toi. Hein. Non, ça peut l'être aussi. Alors, actuellement, j'en ai pas. Mais quand j'étais un peu plus jeune et que j'étais dans une phase, j'étais pas au top et j'étais un peu dans une complaisance autodestructrice, j'ai découvert cette incroyable chanson d'un groupe qui s'appelle Murder City Devils. C'est un groupe de punk avec des synthés, très sympa. Et ils avaient sorti cette chanson géniale qui s'appelle Every Day I Rise and No One Cares. Ok. Donc ça veut dire. Le titre est bien. Le titre est ouf et la chanson est géniale. Donc ça veut dire chaque jour je me monte, je me suis en ascension et tout le monde voilà, et tout le monde s'en fout. Et à l'époque, je m'étais beaucoup identifiée au titre de cette chanson, mais j'étais vraiment plus jeune dans des phases complaisantes. Aujourd'hui, c'est plus trop. Je me reconnais plus dans cette chanson, mais elle est toujours aussi mortelle. Ah, pourtant, je trouve le titre assez dingue. Les paroles sont géniales. Mais voilà, c'est un peu ambiance taillage de veine. Moi, j'en suis plus trop là. Ah ouais. Après, je ne connais pas les paroles, mais je trouve que le titre n'est pas forcément dans cette dimension. Mais bon. J'irai écouter ça. Mais chers auditeurs, chères auditrices, foncez écouter cette chanson incroyable. Le nom du groupe me fait penser à un truc genre la Wednesday 13 ou un truc dans le genre. C'est moins 15e degré, c'est assez viscéral comme truc. Et ils ont du gros son. Et celle-là, elle est différente de ce qu'ils font. Il y a une rythmique super, il y a des gros synthés géniaux et il a une voix déchirante, très larmoyante, géniale, et elle est très dance floor pour le coup. Celle-là, c'est en ça qu'elle est différente du reste de la discographie, je dirais. Très bien. Quelle est la passion que tu vois souvent chez les gens mais que tu ne comprends pas ? Oh putain. Les jeux vidéo. Ah ouais ? Bah non, si, je comprends la passion pour les jeux vidéo. La passion que je vois souvent chez les gens, mais que je ne comprends pas. Je comprends qu'on puisse être passionné par tout et n'importe quoi.
même si je ne vis pas cette passion. Je comprends. Moi-même, j'ai des passions, par exemple, ma passion pour la musique et pour l'expression d'émotions un peu entre les lignes. C'est quelque chose qui m'appartient, qui appartiendrait pas forcément à d'autres gens, qui pourraient être complètement hermétiques à ça. Et de la même manière, je comprendrais très bien qu'il y ait des gens qui soient passionnés par, je sais pas, le premier truc, j'ai envie de dire le football, mais en même temps, c'est fédérateur. Même moi, des fois, je cède. Lors des grands événements. Ouais, non, par contre, ce que je comprends pas, c'est quand je rentre en VTC le soir et qu'il y a la nuit, qu'il y a des gens qui écoutent les chauffeurs, des fois ils écoutent, je sais pas quelle station de radio fait ça, mais des émissions de football où ils en parlent de manière cruciale, comme si où ils commentent le truc avec le même ton que la guerre en Ukraine. Je t'avoue que ça me dépasse un petit peu, mais de manière générale, je comprends qu'on soit passionné par tout et n'importe quoi. C'est un peu ça qui fait le sel de la vie aussi. Après, j'ai envie de te dire, je pense que toi et moi, on connaît des gens qui sont capables de te parler de la discographie de Metallica comme si c'était la guerre en Ukraine. Donc, est-ce qu'on peut vraiment leur jeter la pierre à ceux qui font ça avec le foot C'est vrai. Accordé. Moi, je peux me retrouver à parler de The Devil's Blood et crois-moi que ça vaut tous les conflits politiques du monde en termes d'importance. D'ailleurs, c'est exactement ce que tu as fait le jour où on s'est rencontrés. C'est possible, oui. Ouais. Je me suis calmé, j'arrête d'agresser les gens avec The Devil's Blood maintenant, même si c'est toujours le groupe le plus important. Ça reste le meilleur groupe du monde. Ah non, point douté. Ah non, es-tu à l'aise pour parler en public? Ouf, j'ai pas... Ah bah sur scène, oui, fatalement, avec la pratique. Enfin, ça dépend, toujours un petit peu hasardeux, mais j'ai pas particulièrement l'occasion de parler en public. Ça va, je dirais qu'il y a pire que moi. Mais par exemple, en interview, un peu comme ce qui est en train de se passer actuellement, je sais pas, j'ai toujours beaucoup d'appréhension. Mais je dirais que je suis moins pire que des gens qui sont traumatisés de parler en public. Ça peut aller. Après, de là à dire que je suis brillante à parler en public, je ne sais pas. Ouais, mais tu sociabilises facilement quand même. Sociabiliser, c'est différent de parler en public. C'est vrai, oui, c'est vrai. Franchement, sociabiliser, ça dépend. C'est vraiment qui tout double. J'ai appris à faire des efforts pour sociabiliser. Mais des fois, ça me coûte. Des fois, c'est vraiment... Je me mets un coup de pied au cul. Mais ça porte ses fruits. Mais c'est éprouvant. Ouais. C'est éprouvant. Mais des fois, ça va de soi. Ça dépend. Oui, ça dépend des gens que tu... Ça dépend des contextes. Des contextes. Le contexte, toujours. Que fais-tu pour t'endormir ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu fais? Je dors. Ouais. Non, quand j'arrive pas à dormir, pour m'endormir, je vais dans mon lit et je ferme les yeux. Mais quand j'arrive pas à dormir, j'assume le fait que j'arrive pas à dormir. Ok. Il y avait une période où j'allais méditer. Il y avait une période où je méditais, c'était avant la pandémie, parce que c'est devenu hyper en vogue la méditation pendant la pandémie, mais ouais, mais la méditation, après voilà la méditation. Ouais, voilà. Après, moi, j'aime bien inventer mes propres exercices de méditation. Je trouve ça important de me détacher d'une philosophie ou d'un dogme ou de quelque chose qui vient d'une tierce personne. Mais par contre, paradoxalement, quand je suis angoissée et que je tente des exercices de méditation, ça m'angoisse encore plus. Mais sinon, très simple, je vais regarder une connerie sur Netflix. Et c'est comme ça que je suis tombée vraiment dans les bas-fonds de Netflix. Récemment, j'ai découvert une émission, c'est un peu comme un espèce de Top Chef, mais c'est sur des souffleurs de verre, c'est américain, et le titre français de cette émission, enfin la traduction du titre, ça s'appelle « En verre et contre tout ». Ah, formidable. Et donc voilà, c'est des gens ils ont un thème et ils ont 4 heures pour faire
des sculptures en verre soufflé. Il y a des gens qui font des horreurs. Il y a des gens qui font des trucs magnifiques. Et c'est toujours hyper... la saison 2, surtout, est hyper orientée sur tes traumas. Ils veulent absolument tout savoir de tes traumas, de ton background terrible et tout. Tu peux pas être souffleur de verre si t'as pas perdu un parent tous les 2 semaines. Et voilà, pour s'endormir, c'est parfait. Et il y a aussi une émission qui s'appelle Cheer, toujours sur Netflix, sur une équipe de cheerleaders au Texas. Oh là 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 là. Et qui font... Déjà, là, il y a 2 mots-clés qui font que ça ne peut être que être formidable. Et c'est un niveau technique qui est proche du Cirque du Soleil, c'est des trucs de fou. Et c'est pareil, genre, c'est le truc le moins cheer de l'univers. Et ils ont tous des agressions sexuelles, des trucs de deal, des trucs de gang. C'est vraiment les cassos redneck du Texas qui ont des niveaux techniques de fou. Mais ça parle beaucoup moins de cheerleading que de leurs soucis personnels. Et pour se vider la tête, tout ça, c'est super efficace. Ok, donc Cheer sur Netflix. Et Envers et contre tout, saison 2. La saison 2. La saison 2 est particulièrement fleur bleue. Non, en plus, moi, je trouve que le verre soufflé, c'est très vite moche et très vite kitsch. Très vite moche. Mais il y a des trucs à garder. Il y a des trucs à... Bon, bah écoute... Si vraiment un soir je suis en manque d'inspiration. Voilà, mais cherche dans le pire de Netflix, franchement, il y a. Ou Sisplay aussi, très très bon. Ouais, c'est le truc de M6, ça. Ouais, c'est le site de M6. C'est le site de M6. Ouais, non, j'avoue que je suis peu friand de ce genre de. J'ai même pas regardé Nouvelle École, là, le truc sur le rap qui vient de sortir. Ah, moi non plus, je te cache pas. Ah, c'est pas terrible, apparemment. Tous ceux qui l'ont vu m'ont dit. Si tu ne pouvais plus manger que 3 aliments, lesquels seraient-ce ? Wow. Un féculent, un légume et une protéine, j'imagine, pour être en bonne santé. Ah ouais, toi tu penses tout de suite pratique. Ouais. Ce matin, la raison d'ailleurs pour laquelle je suis arrivée pas tout à fait à l'heure, ce matin j'ai fait une riste d'aubergines. C'est une espèce de compote de tomates, aubergines avec de l'ail, avec du thym, etc., qui est compotée pendant très très longtemps et froid. C'est très bon avec sur une petite tartine avec un petit fromage de chèvre, très sympa. Peut-être que je mangerai de la riste d'aubergine. À fond. Mais c'est pas. Est-ce que un aliment, c'est pas vraiment un aliment. C'est un plat. C'est un plat. Après, les gens font ce qu'ils veulent des questions. Je pense que alors la pomme de terre, c'est pas le plus sain, mais c'est quand même le truc où tu es le plus content tout le temps. Il y a plein de manières d'être content avec de la pomme de terre. Donc ça va être notre féculent. Ensuite, un légume. La courgette, hein. Franchement, la courgette. Ah ouais ? Ouais. Mais une courgette sans ail, c'est chaud. Bah, c'est ça. La tomate. Non, la tomate. Là, je suis dans un gros délire de tomates. En ce moment, c'est la saison. La tomate. Mais je voudrais avoir droit à toutes les tomates. Dans ce cas, toutes les variétés. On peut te l'autoriser. Merci. Et une protéine. Je sais pas, je suis dans une phase où je freine la viande. Donc la protéine, c'est un questionnement qui me perturbe. J'aurais envie de dire une viande, mais à terme, j'aurais pas envie de dire une viande. Donc je passe sur la protéine. Bah sinon, tu prends les œufs, non ? Ah oui, si les œufs, tu peux être content. Avec les œufs, tu peux être content de plein de manières. Hein. Ouais, les œufs, tu peux être content de plein de manières. Et avec le combo œufs pommes de terre, il y a moyen de. Œufs pommes de terre, tomates. Il y a moyen de. Oui. Il y a moyen de s'amuser. Hein. Ouais, on va s'arrêter sur ce choix. Et après, est-ce que les condiments, ça compte comme un aliment ? Je ne sais. Non. Si tu ne devais garder qu'un seul sens, donc soit le toucher, soit la vue, soit l'odorat, soit l'ouïe, soit le goût, quel sens garderais-tu ? Déjà, si je devais garder qu'un seul sens, je serais vraiment pas contente. Et je pense que j'aurais vraiment une vie de merde. C'est
C'est pas la question. La question, c'est pas est-ce que tu serais contente de garder qu'un seul sens? Parce qu'on se doute que la réponse, ce serait non pour tout le monde. Alors, c'est quoi les sens qui servent le moins? Euh, Ben, le goût, c'est ce qui sert le moins, parce qu'il y a des gens qui vivent sans goût, sans odorat et qui vivent enfin, ils sont pas contents, mais mais ça te ça te met pas en danger, je pense, de pas l'avoir ou alors dans très peu de situations. Donc on va procéder par élimination. Très bien. Ensuite, Donc là, on vire le goût et l'odorat. ouais, goût et l'odorat, donc il en reste 3. Mais ces 3-là, l'ouïe, la vue et le toucher, ils sont vraiment, vraiment connectés, j'ai envie de dire. Donc, déjà, vivre sans toucher, ça veut dire que tu dois avoir une paralysie ou un truc bien vénère. Après, être non-voyant, c'est chaud. Mais il y a des gens qui se débrouillent. Et être sourd, même chose. Donc, je pense vraiment que si je devais en garder qu'un, ça serait le toucher parce que ça voudrait dire que je serais pas paralysée ou quelque chose comme ça. Oh, je comprends. Mais je serais vraiment... J'aurais le seum. Hein. Je comprends. Mais c'est vrai, en soi, en plus, avec le toucher, tu peux voir. Ouais. Tu vois, et tu peux lire. Et tu peux entendre. Et tu peux avec les vibrations. Ouais, mais vraiment, j'aurais le seum. Hein, Jacques. Je sais pas si je souhaiterais rester en vie avec juste un seul sens qui serait le toucher. Mais par contre, avec le toucher, tu peux avoir des câlins. Ça, c'est pas négligeable. Tu peux avoir des câlins pour te réconforter de ne plus avoir qu'un seul sens. Ouais. Donc on va partir sur le toucher. Bon, très bien. Je pense que j'aurai le même choix. Y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe, mais dont tu ne pourrais pas te passer? Je suis dans une phase où justement j'essaye de réfléchir à tout ça. C'est une question actuelle d'ailleurs. Qu'est-ce qui est un luxe, qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans toutes les questions de décroissance et compagnie. Ouais. J'entends. Et par exemple, malheureusement, je crois qu'avoir de l'eau courante, c'est un luxe dont on ne pourrait pas se passer. Ou du chauffage. Chez moi, j'ai pas forcément toujours de l'eau chaude l'hiver. Ok. Ce qui est pénible. Et ça peut être un luxe. J'essaye de justement réfléchir à tout ça. C'est des questions qui sont très en vogue. Hein. Notre manière de consommer, notre rapport justement au plaisir du quotidien. Est-ce que c'est un luxe? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que les luxes ne seraient pas un petit peu indispensables quelque part? Voyager, c'est une question que je me pose. Plus jeune, j'aimais beaucoup voyager. Et maintenant, je me pose la question. D'ailleurs, je trouve que voyager, même quand on le peut, c'est devenu difficile et ça perd en saveur à cause du tourisme de masse qui vraiment peut vraiment te péter ton voyage très facilement. Mais quand tu voyages pas, tu te prives de plein de choses, de plein d'expériences, de plein d'échanges, de plein d'idées. Et je pense que voyager bien, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça peut être porteur d'une richesse saine des individus entre eux. Mais voyager, c'est un luxe. Vraiment, déjà, tout le monde ne peut pas se permettre de voyager, que ce soit financièrement ou géopolitiquement. Et au niveau des ressources et des bilans carbone, il y a beaucoup de questions à se poser du côté du voyage. Et je voyage beaucoup moins qu'avant. Enfin, j'étais pas vraiment non plus une globe-trotteuse de fou, mais
Mais au niveau des vacances, je me pose vraiment des vraies questions de est-ce que j'ai besoin de partir loin, est-ce que j'ai besoin de partir tout court. Et justement, en voyageant moins, en restant beaucoup autour de chez moi ou dans. Je viens du sud, en rentrant dans le sud et en me limitant à ça, je me dis que rester dans son périmètre aussi, ça prive. Mais c'est un luxe, donc peut-être que ça répond à la question. Ouais, bah écoute, très bien. Parce que pour le coup, je trouvais que. Enfin, c'est vrai qu'on peut considérer que l'eau courante, le chauffage, tout ça, c'est un luxe, mais c'est un luxe qui devrait pas en être un, en fait. Et oui, Alors que le voyage, je considère que bah, c'est un luxe tout voilà, court, mais tu vois. Mais voilà, l'eau courante, c'est que des gens en font un luxe alors que ça devrait pas en être un. Et puis, ta vie n'est pas compliquée parce que tu ne peux pas voyager. Enfin, moralement, si peut-être, mais au niveau de ta vie physique, ouais, on n'est t'es, pas obligé de voyager. voilà, t'es pas obligé. Alors que l'eau courante, le chauffage, tout ça, ça peut aider quand même Et au niveau physique. ça dépend, voilà, ça dépend où tu habites. Qu'est-ce qu'un luxe? Parce que bah ouais, c'est ça aussi. Nos sociétés en soi sont un peu. Un luxe. Es-tu sensible à la critique? Euh, Oui et non. Qu'est-ce qu'une critique? On peut faire ça avec toutes les questions. Oui. Je suis. Alors, dans mes deux métiers de musicienne et de graphiste, je suis souvent exposée à la critique. Bah oui. Donc, il faut savoir prendre une critique. Des fois, une critique, même une critique merdique ou mal dite, ça peut être un indice très précieux sur ce que tu fais, ce que tu pourrais faire. Et par exemple, dans mon travail de graphiste, des fois, des retours clients éclatés au sol. Mais c'est quand même très révélateur de ce que tu fais, ce que tu pourrais mieux faire. Dans la musique, pareil, je suis très friande de la vie des gens, même si des fois ça pique, hein. Mais en plus, comme je suis seule dans mon projet, un regard extérieur, c'est toujours très intéressant. Après, il y a la critique qui fait mal. Celle-là, elle fait mal. Et des fois, il y a des gens, surtout dans la musique, dans mon travail de musique, moi et beaucoup de gens qui font de la musique, d'ailleurs, c'est un peu le principe. Tu vas mettre ta sensibilité en ligne de front. Et des fois, il y a des gens qui vont taper dedans juste parce qu'ils le peuvent. Et quand les premières fois où tu es confronté à ça, ça fait très mal. Et ça te remet en question énormément. Ça te donne envie de tout arrêter, etc. Et je suis en train de réfléchir à tout ça et tu peux pas te blinder parce que déjà ça n'existe pas vraiment de se blinder, je crois. Tu le payes toujours à un moment ou à un autre, je pense, quand tu te blindes. Mais je pense que c'est intéressant d'apprendre à encaisser les coups avec souplesse pour mieux repartir. Et voilà, prendre un petit peu de recul et de détachement par rapport à tout ça. Donc je dirais que la critique cruelle, ça fait mal et qu'il faut travailler dessus. Et la critique plus ou moins construite ou plus ou moins objective, parce qu'après des fois il y a des gens, ils pensent qu'ils sont objectifs ou ils pensent que leur avis est important ou même sollicité alors que c'est pas forcément le cas, mais c'est toujours très intéressant, et de lire entre les lignes d'une critique, c'est toujours très intéressant, même si c'est pas toujours facile. Je vois. Mais la critique cruelle, t'en as eu beaucoup des critiques cruelles? Parce que le mot cruel, c'est fort, quoi. J'en ai eu, dans la musique, j'en ai eu. Après, sur d'autres aspects de ma vie, j'en ai eu aussi. Tout le monde a des critiques cruelles. Mais je parle de critiques malveillantes, pour le coup.
J'en ai eu et j'en aurai d'autres et c'est la vie. Ouais. D'accord, ouais, vraiment des critiques avec la volonté de t'atteindre et limite Ouais. de mettre un frein au projet, voire une. Ouais, ok. Un peu comme dépecer des chiots pour en faire des chiots dalmatiens pour en faire Des manteaux. des manteaux. Bon, écoute, ça tombe bien, hein, on est sur une thématique. La musique que tu peux écouter sans te lasser. Et j'imagine que ça va être les musiques. Ah ouais. Et ben, il y a des albums que j'écoute Mhm. tout le temps, qui font partie de ma vie. Euh, les 3 premiers albums de Leonard Cohen, par Ok, exemple, ouais. c'est vraiment des intemporels. Bon, après, Leonard Cohen, peu cher, il y a des choses un peu inégales dans sa carrière, mais ses 3 premiers albums sont vraiment des albums de folk magnifiques. Je pense que Mhm. c'est le b.a.-ba de la folk. C'est si beau, les mélodies sont incroyables, les paroles sont surpuissantes. Sinon, le premier album de Fever Ray, Mhm. qui a plus de 10 ans, je l'écoute tout le temps. Depuis Ok. sa sortie, je l'écoute tout le temps. Je trouve qu'il a pas pris une ride. Pardon, rototo. Et il y a le premier album solo de Roland S. Howard. Je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est. Il est assez. C'est un musicien de l'ombre, un peu Roland S. Howard. Mhm. C'était. Il a commencé avec Nick Cave Ok. dans The Boys Next Door, le premier Mhm. groupe de Nick Cave, et ensuite The Birthday Party. Et c'était un peu le vrai premier génie dans l'entourage de Nick Cave. Et Ok, Nick Cave ouais. dit avec beaucoup de légèreté. Il est mort, Roland S. Howard est mort en 2009. Ok. Et dans un documentaire, Nick Cave dit avec beaucoup de légèreté qu'il lui a piqué ses chansons et ses gonzesses et son style. Et voilà. Je pense que Roland S. Howard, c'est Nick Cave reconnaît avoir Ouais, piqué à Roland mais S. Howard ou il dit que Roland S. Howard lui a piqué à non, lui. Nick Cave, il reconnaît avoir pillé un peu Roland Ok, S. Howard, d'accord. mais sans complexe. Sans pour Voilà. autant s'excuser. Voilà, peut-être qu'on peut dire que Roland S. Howard, c'était le musicien que Nick Cave adorait ombrager. Ok. Et il avait toutes les guitares très très abrasives de Birthday Party, Ok. etc. Et même des premiers Bad Seeds, peut-être, je crois, je sais plus. C'était Roland S. Howard, et puis il avait une voix, une espèce de gouaille vraiment très, très punk et très Mhm. pure. Et des sonorités très intéressantes. Il jouait du violon aussi, il avait beaucoup de passages assez expérimentaux, assez noise. Il a fait il a joué dans un groupe super qui s'appelle Crime and the City Solution. Ok, non, Et dans un autre groupe super où il était au chant qui s'appelait These Immortal Souls. Mhm. Il a fait 2 albums solo magnifiques. Et donc son premier qui s'appelle Teenage Snuff Film, c'est un bijou. Mhm. C'est un bijou. Il est pas si connu que ça, en effet. Je l'écoute tout le temps. Ok. Depuis, j'ai connu Roland S. Howard quelques mois avant qu'il meure. J'étais deg. Et depuis donc 2009, je l'écoute tout le temps aussi. Ces 2 albums, celui de Fever Ray date aussi de cette époque-là. Je m'en lasse pas. Vraiment. Ça m'est arrivé avec certains artistes aussi de les découvrir et 2 mois après ils claquent voilà. et t'as les boules. Ah bah je ne me remets toujours pas du fait que je ne verrai jamais Jay Return sur scène. Tu peux réunir les 4 personnes célèbres de ton choix à un dîner. Qui choisis-tu ? Oh là là. Elles peuvent être mortes. Elles peuvent être mortes. Eh bien, 4 personnes célèbres de mon choix. Eh ben, on a qu'à dire Roland S. Howard. Allez. Parce que justement, il y avait une fois, cet été 2009, où il faisait très chaud, j'étais dans le sud, j'arrivais pas à dormir. Et Netflix existait déjà probablement, mais En 2009, non. C'est plus vieux qu'on ne le croit, Netflix. Ouais. Mais ça se vérifie. Bon, bref, on a qu'à dire que Netflix... En service de streaming, je crois qu'ils sont arrivés en France en 2015 ou 2016. En France, c'est pas là depuis très longtemps. Et surtout, en 2009, je me demande s'ils faisaient pas encore de la location par correspondance. Parce que oui, ça existe depuis les années 90, mais ça n'a pas toujours été du streaming. Il n'y avait pas Envers et contre tous à l'époque. En tout cas.
Et une fois, j'étais en pleine découverte de cet album, justement. J'arrivais pas du tout à dormir, il faisait tellement chaud. Et j'ai passé la nuit à me fantasmer une conversation avec Roland S. Howard. Je saurais plus te dire de quoi on parlait, mais on parlait de plein de trucs. Et donc, lui, je le mets à ma table, déjà. Ensuite... il faudrait quelqu'un de complètement malaisant. Je mets Nick Cave pour qui s'excuse. Non, Nick Cave, j'ai énormément aimé Nick Cave, mais vraiment là, je fais une overdose de ce gars. Ah ouais. Tu m'expliqueras une fois qu'on aura fini l'épisode. D'accord, débat. Qui on met avec Roland S. Howard? Quelqu'un de malaisant. Michel Leb. Cet épisode ne va pas sortir, hein. Je tiens à le dire. Je ne reçois pas à ma table des gens qui veulent avoir Michel Leb à leur table. Et là, je suis désolé, je vais devoir arrêter. Donc, Roland S. Howard, Michel Leb. Ensuite, il faut une personnalité politique. Jean-Vincent Placé. Ça fait 2 personnes malaisantes quand même là. Oui. Et il faut une autre personne un peu de la même trempe que Roland S. Howard pour rééquilibrer. Une personne que j'ai... Ah, Jeanne Moreau. Jeanne Moreau, parce que j'adore écouter parler Jeanne Moreau. Elle avait une manière de raconter les choses, elle avait un phrasé extrêmement agréable. Donc on a Roland S. Howard, Michel Leb, Jean-Vincent Placé et Jeanne Moreau. À qui tu vas servir une salade de patates, œufs durs, tomates. Voilà, quand vous voulez. Une excellente soirée en soi. Voilà, donc il faut une planche Ouija pour que tout le monde puisse communiquer, évidemment. On pourrait peut-être faire un épisode aléatoire spécial où tu serais le parrain de la soirée et tu leur poserais les questions. Oh putain, je suis pas sûr d'avoir envie de poser des questions à Michel Leb. Oh, c'est drôle. Quelle a été ta pire expérience capillaire ? Je sais. Je savais qu'avec toi, il allait forcément avoir une révélation. Eh ben, j'étais à Avignon. J'avais les cheveux très très longs. Et je voulais me faire une coupe au carré classique, Pulp Fiction. Voilà. Et donc, j'allais dans... Jeanne Moreau aussi, non ? Probablement. Ouais. Oui. C'était quoi ce film de Orson Welles dans lequel elle jouait une super coupe au carré, je crois. La soif du mal ? Non. Non, c'est je la sais soif plus. du mal. Bref, je vais dans un salon de coiffure dans les rues piétonnes qui s'appelait la chambre à hair. Donc je demande mon carré Pulp Fiction et le gars il me dit mais non, mais c'est dommage, t'as une super matière, etc. Et il me le gars était convaincu que c'était un carré, ce qu'il a fait, un carré asymétrique où je me suis retrouvée d'un côté en étant je sais pas, réponse avec des cheveux hyper longs d'un côté et de l'autre, je sais pas, j'étais une coupe de Chantal, tu vois, j'avais les cheveux courts, dégradés. Et donc, je suis sortie, j'ai pleuré, mais c'est pas tout. Après, j'ai pris mon TER pour rentrer dans le village dans lequel j'habitais. Et dans le TER, j'ai croisé une nana avec qui, plus jeune, je m'étais retrouvée dans un horrible, toxique triangle amoureux. Ok. Et cette fille m'avait fait beaucoup de mal. Et la meuf vient s'asseoir en face de moi. Et elle me dit « Ah, t'as coupé tes cheveux !» Et j'étais si mal. C'était deux situations séparément dans lesquelles j'étais très mal. Qui ne devaient pas se rencontrer, quoi. Qui ne devaient pas se rencontrer. Et c'était... la pire expérience capillaire de ma vie et aussi le pire trajet en TER de ma vie. Cette question n'existe pas encore, je vais la rajouter. Voilà. Mais c'est bon, tu viens de trouver... Ouais, je pense après, je suis allée faire égaliser tout ça. Et donc j'étais Kurt Cobain d'un côté et Mireille Mathieu de l'autre. C'était le mieux qu'on puisse tirer de cette situation. Cette situation... horrible. Capillaire. Non, je pense que tu as gagné cette question. Ça sert plus à rien que je la pose. Merci. Parce que... Là, t'as des photos de cette coupe ?
Non. Non. Putain, Alors, la phase Cobain, Mireille Mathieu, je dois avoir, mais sinon, non, j'étais si mal, Ouais. t'imagines? Bon, parce que en fait, j'arrive même pas à visualiser, je crois, ce que ça peut donner. Donc, Ah, mais le mec a eu une vision, hein, clairement, le coiffeur de la chambre à air, mais c'est comme Xanadu, le monde n'est pas prêt pour le ce monde mec. était. D'ailleurs, le salon de coiffure a fermé depuis, et j'en suis bien heureuse. Alors, on reste. Peut-être que ça va être un truc aussi lié aux cheveux. Est-ce qu'il y a un changement physique, donc une coupe, une coloration, des tatouages, des piercings, que tu n'as jamais osé faire? La boule à Z, Ok. figure-toi que j'ai toujours eu la curiosité de savoir ce que ça faisait. Sinon, je voulais être blonde platine, je voulais avoir les cheveux roses, tout ça. Je pourrais, hein, en soi, mais j'ai pas envie. Pareil, tout ce qui est produits capillaires, etc., des trucs Ouais. très chimiques, j'ai envie de m'en détacher le plus possible. Euh, voilà. Non, de changement physique. Tu peux répéter la formulation de la question? Est-ce qu'il y a un changement physique, donc une coupe, une coloration, un Mhm. tatouage, Mhm. tout ça, que tu n'as jamais osé faire? Après, d'être d'être très mince, par exemple, de faire un régime drastique. Mhm. C'est même pas osé, mais c'est vouloir vraiment. Après, quand t'es une fille, enfin, quand t'es n'importe qui, tu veux quoi, à un moment donné, t'es tenté de correspondre à des standards de beauté, mais je n'ai jamais osé tout donner pour rentrer dans des standards de beauté classiques. Et paradoxalement, je n'ai jamais osé me laisser aller à tous les plaisirs épicuriens au point Mhm. d'être dans l'excès inverse. Euh, Sinon, le tatouage, évidemment, j'ai des projets de tatouage que j'ai pas menés à bien. Je suis très précautionneuse avec les tatouages. J'adore les tatouages, mais sur moi-même, je suis très précautionneuse. Est-ce que j'ai eu des idées folles de tatouage que... Non, voilà. Non. Euh, Ah, est-ce que tu pleures facilement? Oui, je pleure facilement devant envers et contre tout. J'y suis allée, hein, tu sais. Euh, Au cinéma, je pleure Ouais. au concert. Et pendant mes propres concerts, ça arrive. Ok. Et c'est vraiment pas pratique d'ailleurs de chanter en pleurant. Euh, j'ai une nouvelle chanson que tu connais d'ailleurs, Mhm. qui parle de mon expérience de mort imminente. Ouais. Et la dernière partie de la chanson, ça s'adresse aux gens qui sont morts ou aux gens qui ont perdu des gens et c'est un petit peu la somme de ce que j'ai ressenti, de l'acceptation qu'on pourrait ressentir quand tu passes dans l'état neurologique de Mhm. basculement vers la mort. Et une fois, je crois que c'est la dernière fois où j'ai chanté cette chanson, il y avait des amis proches. Je savais qu'ils et elles ont eu des deuils très difficiles, des fois récents. Et ça m'a beaucoup émue de chanter cette chanson et cette partie-là devant eux et elles. Et du coup, il y a des larmes qui sont montées. Et du coup, j'ai chanté comme une patate. J'ai chanté hyper faux. C'était vraiment pas pratique. Mais sinon, oui, j'ai pleuré devant Envers et contre tous. Et à la finale de Top Chef aussi. Donc, Ok. c'est te dire. Ça Et alors, arrive. c'est quoi le dernier film qui t'a fait pleurer? Ah, punaise, ça fait longtemps que je suis pas allée au cinéma. Ouais, mais tu peux regarder des films sur ton ordinateur ou sur Oui, ta c'est télé. vrai. Euh, j'ai vu... Ah, Les Passagers de la nuit. C'est un joli film avec Charlotte Gainsbourg qui est sorti il y a pas longtemps. Je crois que c'est la dernière fois où je suis allée au cinéma. Et c'est une histoire très, très jolie, très nostalgique. Mais c'est surtout, je l'ai vu avec ma mère. Ok. Et je sentais que Charlotte Gainsbourg, c'est une mère
Ses enfants, ils sont grands, ils vont quitter la maison. Et ma mère, elle était à côté de moi et je sentais qu'il y avait des passages qui l'émeuvaient beaucoup. Ok. Et par ricochet, ça m'a fait verser ma larmichette, mais j'ai fait super gaffe à ce que ma mère s'en rende pas compte, parce que je suis trop pudique pour ça. Très bien. Acceptes-tu facilement les compliments? Oui. 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 Bah oui, ça fait toujours plaisir des compliments. Après, la flatterie, c'est pas désagréable, mais je suis plus dérangée par la flatterie, Mhm. par les compliments un petit peu automatiques ou les compliments de politesse. Ouais. Pareil, dans la musique, il y en a beaucoup. Les gens les j'adore ce que tu fais, les nanana, c'est de la balle, nanana et tout. De gens qui font ça plus pour eux, Ouais. pour se donner une espèce de stature, que pour toi, ta réception, ou qui pensent que tu leur dois quelque chose parce qu'ils t'ont complimenté. Ouais. Ça, j'ai un peu plus de mal. Et après, les compliments, c'est un peu comme les critiques. Il faut savoir lire entre les lignes. Et il faut pas forcément les prendre pour argent comptant, je pense. Mais c'est toujours bien. Et par exemple, dans la musique, surtout dans la musique indépendante, où il y a plein de passages très difficiles, Ouais. Du euh, genre. de choses très ingrates, de concerts avec des organisations. Il y a un gros. Il y a un gros tout ça pour ça, des fois, dans la musique indépendante. On en parle beaucoup, d'ailleurs, avec Bleu Reine, on a des réunions autour de ça. Et non, en fait, j'accepte pas si bien que ça les compliments des fois. Non, des fois, il y a des gens qui disent des choses magnifiques et très sincères en sortie de concert. Là, je suis toujours sur la musique. Et des choses que tu rêverais d'entendre. Et ça me fait bizarre. En sortie de scène, ça peut même être agaçant. Et ça interroge parce que c'est les choses que tu rêverais qu'on te Ouais. dise. Et le moment où on te les dit, et même c'est d'une qualité supérieure à ce que tu pourrais Ce que imaginer, t'espérais. c'est une émotion tellement pure et frontale que c'est pas si facile que ça de la recevoir en fait. Mais il faut vraiment se discipliner pour la recevoir parce que c'est ça la vraie récompense. Oui. Et quand dans les moments de tout ça pour ça, il faut aussi être capable de repenser à ces moments-là qui sont vraiment le vrai nerf de la guerre, quoi. Je vois. Mais du coup, je voulais revenir sur ce que tu disais, donc les compliments Mm. où tu sens que la personne considère que tu lui dois quelque chose parce qu'elle t'a fait un compliment. Si tu as une situation, parce qu'en fin de compte, j'ai du mal à visualiser malgré tout. Je vois très bien ce que tu disais sur les gens qui te disent un compliment parce que ça les place, ça leur confère une certaine place, on va dire, dans le milieu ou ce genre de choses. Mais l'attente en retour, je le visualise un peu moins bien. Par exemple, dans des contextes de drague, hein, de manière très Ok, pragmatique. ouais. Ça peut être un compliment ou un breuvage. S'il y a quelqu'un qui t'offre une boisson qui peut considérer que tu dois quelque chose. Ou alors, oui, la personne t'a fait le don de te mettre en valeur et que du coup, tu lui dois admiration ou Ouais. reconnaissance ou des choses comme ça. C'est le pire, c'est des compliments qui n'en sont pas. Du coup, je vois mieux. Mais c'est vrai que j'avais pas du tout en fait envisagé le contexte de la drague. Penses-tu que l'on peut rire de tout? Oui, avec beaucoup d'humour noir. Réponse classique, on peut rire de tout, mais pas Mais pas avec avec tout tout le le monde, monde. pas dans certains contextes, etc. Mais par exemple, à l'enterrement de ma grand-mère, on s'est marré, hein. Par exemple, ouais, dans des enterrements, il y a toujours il y a un cynisme particulier qui n'existe que là-dedans. Ouais.
je trouve. Euh, la dernière fois que j'avais été à un enterrement, c'était tragique, hein, mais la personne qui enterrait son père à l'église était absolument anti-religieuse et souhaitait Mhm. même se faire débaptiser à une période de Ok. sa vie. Et, et le moment où je l'ai vue, c'était, je sais pas comment ça s'appelle à l'église, la personne qui dirige l'enterrement, le MC de Le, l'enterrement. le maître de cérémonie de l'enterrement. Quand il lui a demandé de se tenir dans comment ça s'appelle l'allée de l'église, bon, bref, je suis vraiment pas Ouais, très l'allée, calée ouais. dans l'allée, avec le petit panier pour recueillir les dons à l'église. Là, je me suis marrée malgré mes larmes. Euh, et qu'est-ce que quand bah par exemple quand j'ai eu mon expérience de mort imminente, Mhm. c'était un accident de voiture dans les Pyrénées. Mhm. Et il y a eu beaucoup de fous rires nerveux aussi. Bah, autour de la mort, en fait, il y a Ouais, beaucoup de rires possibles. Après, autour des discriminations, c'est des sujets qui viennent. C'est une question qui vient beaucoup avec les discriminations, avec les choix bien politiques, sûr, ouais. etc. Euh, et c'est une question qui fait débat. Est-ce qu'il faut rire? Est-ce qu'il faut pas rire? Est-ce que c'était une question qui est beaucoup ressortie pour les attentats de Charlie Hebdo aussi. Mhm. Euh, ben, on a le droit de rire. Rire, c'est un droit. Après, rire avec malveillance, Ouais, c'est différent. Et ça, j'aime pas trop J'aime bien la moquerie, un peu de moquerie, c'est rigolo, mais la moquerie malveillante, ça ne sert personne. ouais. Je vois. Mais ce que tu disais sur les enterrements, ça me rappelle. Alors, je crois que c'est une chanson de Benabar. Et oui, je connais des chansons de Benabar. Audi. Ma mère aime beaucoup Benabar. Du coup, Oui, 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 ta mère. je suis allé le voir en concert 2 fois en famille. Mais je crois que c'est une de ses premières chansons où il parle justement. C'est un mec qui enterre son pote et il repense à une blague que lui a dit son pote et il peut pas s'empêcher d'être mort de rire et il essaye de le cacher. Et je trouve que c'est quand même Eh bien, je vais rebondir là-dessus. Je lisais dans une revue d'art graphique, rien à voir, c'était un illustrateur qui était interviewé et il disait qu'à l'enterrement de son père, où bah, il était pareil, il était mortifié et tout ça, mais il avait hyper envie de péter en fait. Et il cherchait un moyen de faire ça au mieux. Et en fait, il était mort de rire et ça l'a complètement déconcentré de sa cérémonie. Et c'est le souvenir qu'il garde de l'enterrement de son père. c'est On l'embrasse. on l'embrasse. C'est déjà l'avant-dernière question. Est-ce que tu as une phobie? Une phobie, bah, depuis mon accident dans les Pyrénées, j'ai peur du vide. Ok. Ouais, la phobie du vide, c'est accru, et de la conduite en montagne. Mhm. J'ai la phobie de la conduite en Île-de-France aussi, punaise. Vraiment, je suis en train d'assumer ça, que j'ai très très peur de conduire en Île-de-France. Après, des phobies, j'ai j'ai pas si peur des insectes et des araignées puisque j'ai grandi à la campagne. Mhm. Voilà, on est ravis de le savoir. Euh, Phobie. Par contre, plus, j'ai moins peur de mourir. Ok. J'ai mon rapport à la mort qui s'est transformé à ma propre mort et à la mort des personnes que j'aime, qui s'est un peu transformé Mhm. depuis. J'ai échangé une phobie pour une autre, je pense. Voilà, donc j'ai plus peur du vide et moins peur de la mort. Très bien. Parce que c'était un truc qui avant cette expérience enfin near death experience, enfin de mort Euh, imminente, c'était un truc qui était assez présent la peur de la mort chez toi? Bah, un peu comme Ouais. tout le monde, pas démesurément non plus, mais je pense que j'avais peur de ce moment-là. Et après, je ne sais pas, personne ne sait évidemment ce qu'il y a au bout, mais de m'être retrouvée dans justement cet état de basculement et d'acceptation
de la fin de ma vie. Ça m'a... Il y a des questions que je me pose moins. Mhm. Et j'ai, en tout cas, mon idée assez précise et sensorielle de ce qu'il y a au bout. Et du coup, ça va. Ok. Et alors, la dernière. J'espère que ce sera une bien. Ah! Si tu pouvais réaliser un documentaire, sur quoi porterait-il? Hmm. Ça serait... Ah, je vais en parler à Bleu Reine. On avait déjà commencé à en parler, je pense. Bah, un documentaire sur la musique do it yourself, je pense. Sur tout ce qu'il y a derrière un projet musical, la préparation d'un concert, tous les petits côtés ingrats, par exemple. Et un peu comme j'ai fait avec mon zine, finalement, on boucle la boucle avec cette dernière question. Parfait. Sur le côté viscéral d'un projet musical et de le mener à bien, quoi qu'il arrive, avec les moyens du bord, sans souci de percer ou de renommée, etc. Mais après, chaque musicienne a ses propres aspirations dans son propre projet, mais qu'est-ce qui compte vraiment? Voilà, peut-être, aller voir peut-être différents musiciens, musiciennes. Et qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Peut-être aller voir quelqu'un de très célèbre ou qui va percer et des gens complètement underground ou complètement alternatifs. Et peut-être documenter qu'est-ce qui compte pour toi, qu'est-ce qui compte pour ton public, comment tu fais pour aller d'un point A à un point B au niveau de tes aspirations musicales, que ce soit dans l'écriture, dans la composition, dans la production, dans le live, dans la direction artistique, etc. Et naturellement, ce serait un documentaire qui serait fait avec les moyens du bord, peut-être avec mon téléphone. Tu pourrais totalement en faire un podcast de ça. Oh, c'est une bonne idée. En vrai, puis je peux te donner quelques conseils puisque je fais un podcast. Je sais pas si je te l'ai dit, mais ouais, tu pourrais clairement en faire un podcast. Je pense que ça marcherait. Enfin, il y a un potentiel là-dedans et ça pourrait vraiment, vraiment plaire et que ça pourrait vraiment trouver son public. Pour le coup, je me note cette idée. Je te le dis comme je le pense là au moment où je l'entends. Ça n'est pas du tout un compliment en espérant, mais vraiment, ouais, je pense qu'il y a parce que. Après, peut-être qu'il y a aussi une envie d'ajouter de la vidéo, mais je trouve que rien qu'en audio, cette idée d'aller voir des artistes et de leur demander ce qui compte vraiment, ça peut déjà être un super premier format pour un tel concept. C'est vrai, c'est vraiment une question qui boucle la boucle. Ouais, c'est une très belle question de fin d'épisode d'Aléatoire. Très bien. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu à mes questions. Comme je te l'ai dit, tu peux maintenant à ton tour piocher 3 questions à m'en poser. Allez, c'est parti. Alors... Qu'est-ce que ça va être? Alors, 1, 2 et 3. Celle-là, elle t'a déjà été posée, je crois. Je suis une fidèle auditrice d'Aléatoire. C'est pratique d'avoir des invités qui sont des fidèles auditeurs parce que c'est pas à moi de dire « Oh non, mais celle-ci, j'ai déjà eu 3 fois, j'en ai marre. » Alors, celle-là, elle me l'a été posée à moi. Donc, on a envie d'en entendre une autre. Patientez, chers auditeurs, j'ai choisi. Ah, celle-là, elle me plaît bien. Celle-là me plaît bien. Ah, voilà, ça y est, j'en ai 3 qui me plaisent. Alors, quel livre aimerais-tu avoir écrit? Ah, mais c'est ma question préférée. Alors, j'aime bien me la raconter en plus un peu avec cette question en disant je ne connais pas ta réponse à cette question, peut-être qu'on te l'a déjà posée. Je ne voudrais pas avoir écrit Le Maître et Marguerite ou The Catcher in the Rye, qui sont probablement mes 2 romans préférés, parce que je n'aurais pas eu le même plaisir à les lire si c'est moi qui les avais écrits. Et du coup, ma réponse, c'est la Bible ou le Coran ou la Torah. Bon, rien que ça. Un truc qui a eu une petite, un truc qui a eu une petite influence sur l'histoire de l'humanité, mais où
à côté de ça, t'as aucun droit, quoi. T'as pas de thune T'as qui pas de vient. droit d'auteur. Parce que Et avant du- que le podcast existe, je jouais déjà avec ces questions. Et une fois, on m'a dit, je voudrais écrire Harry Potter, comme ça, je serais blindé. Mais ouais, un truc un peu. Et alors, du coup, moi, je vais customiser la question. Vas-y. Est-ce que tu aurais une idée d'une forme d'édition un peu particulière pour ta Bible ou ton Coran ou ton Harry Potter? Ou ma Torah, ou mon. Ah, c'est vachement bien ça. Je trouve que visuellement, je crois que c'est le. Bah oui, je crois que c'est la Torah qui est présentée en rouleau. Ouais. Et je trouve ça assez classe en fait, Ouais. comme présentation de l'écriture. Mhm. Et en me posant cette question, justement, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, on a le format livre, mais il y a finalement pas tant de fantaisie et d'exploration, je trouve, dans la façon qu'il y a de nous présenter l'écriture. C'est que le format livre a tellement est devenu tellement la norme que il n'y a pas de. Alors que je suis sûr qu'il y a plein d'autres façons de présenter. Après, dans les livres, par exemple, il y a les livres pop-up, une Oui. espèce de Bible en pop-up, ou alors, je sais pas. Mais ça reste quand même un truc avec Avec des une pages. couverture, Ouais. une tranche et des Mhm. pages à l'intérieur, tu vois. Mhm. Et le rouleau, j'aime bien. Le rouleau, c'est l'ancêtre du livre, hein, tu sais. Oui, C'est oui, oui. vintage. Mais vas-y, je me démerderais pour trouver un moyen de faire un rouleau pop-up. Ouais, mais il y a moyen, hein, je pense. Je pense, Franchement, ouais. avec des flaps que tu déplies. Ouais, C'était ouais. mon métier avant. Je travaillais en édition Ok. jeunesse. J'étais spécialisée dans les livres pop-up, justement. Je Putain. pense que il faut le bon type de papier, mais voilà, un rouleau. Et puis après, avec des flaps que tu soulèves, il y aurait des pop-up avec des scènes apocalyptiques, par exemple. Bah ouais, attends. Ça pourrait être sympa. Sodome et Gomorre en pop-up, mais C'est parti. c'est mortel. C'est Ça parti. tue. Si tu pouvais passer un jour dans la peau d'une autre personne, qui choisirais-tu? Ouf. Vas-y, je vais donner une réponse politique et une réponse artistique. Allez. J'ai déjà la réponse politique. Un jour dans la peau de Jeff Bezos, parce que je pense qu'il a ou d'Elon Musk, plus Jeff Bezos en vrai. Je pense qu'il a le pouvoir d'annihiler les marchés financiers en une journée. Mhm. Avec sa fortune et avec la représentation d'Amazon, je pense que c'est des gens qui ont le pouvoir d'annihiler le marché financier et que s'ils le voulaient, de par leurs décisions, on pourrait changer le modèle économique et politique dans lequel on vit, qui personnellement ne me convient absolument pas. On est nombreux. Donc ouais, je pense que pour lancer une forme de révolution en fait. Jeff Bezos. Joli. Et et artistique. Artistique, le truc en fait, ce serait une journée, ce serait pas suffisant parce que ma première passion en fait avant, j'en ai déjà parlé avant la musique, c'est vraiment le cinéma. Ouais. Le cinéma, c'est un truc qui m'a parlé dès la primaire, je pense, dès mon enfance, alors que la musique c'est quand même venu un peu plus tard au collège. Même si j'adorais déjà la musique et les disques que mon père me passait quand j'étais tout gamin, mais disons que dans la construction de mon identité, la musique est plus venue au collège. Et c'est vrai que le premier métier de mes rêves, ça a été réalisateur. Et j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées de films dans ma tête. Donc ouais, j'aimerais bien passer une journée mais en plus c'est pas ça en fait, je voudrais pas être dans la peau d'un réalisateur, je veux être moi en tant que réalisateur. Le réalisateur serait quand même Jacques Bouillet, donc ça fonctionne pas. Allez, vas-y, c'est bon, je sais. Une journée dans la peau de Lars Ulrich, le batteur de Metallica. Je me dis, ça doit être incroyable, parce que pour ceux qui connaissent pas forcément très bien Metallica et tout, même si ils viennent d'avoir un nouveau regain d'énorme popularité auprès du très grand public avec Stranger Things. J'ai pas vu, c'est dans le dernier épisode? Je sais pas, je regarde pas. J'ai pas vu de traces de Metallica dans Stranger Things, mais il me manque un épisode. Ok, bon, ou alors j'ai loupé. La communauté métal en parle pas mal en ce moment avec des questions de gatekeeping. Mais donc c'est un batteur c'est pas un bon batteur en fait, Lars Ulrich. C'est le pire des bons batteurs ou c'est le meilleur des pires batteurs, mais c'est pas un bon batteur, c'est un mec qui fait énormément de pain et en même temps il est dans le plus grand groupe du monde. Ouais. Et j'ai envie de savoir ce que ça fait en fait, d'être
Hmm. un batteur vraiment moyen. Ouais. C'est probablement pas le meilleur batteur. Tu sais, il y avait la blague pour Ringo Starr. Est-ce que Ringo Starr est le meilleur batteur du monde? Et c'est même pas le meilleur batteur des Beatles. Et bah, c'est un peu, je pense que c'est un peu ça pour Lars Ulrich. Mais voilà, mais le mec est sur le toit du monde. Et il joue il joue dans le plus grand groupe du monde qu'on aime ou on n'aime pas à l'heure actuelle. Je pense que Metallica est le plus grand groupe du monde. Et Et pourquoi Lars Ulrich et pas un autre membre de Metallica? mais parce que Et pas James Hetfield? mais parce qu'il y a ce côté Lars Ulrich est pas bon quoi Ouais. et que en fait il a réussi à faire de sa passion Ouais, son d'accord. métier, mais sa passion c'était pas la batterie, c'était la musique et C'était la c'était fame? faire partie de la musique. Il y a moyen qu'il y ait Ouais. un peu de fame et tout mais voilà et je trouve j'ai découvert en fait assez tard parce que j'ai découvert il y a à peine quelques mois Some Kind of Monster. Le documentaire sur la création de Sentenger, Ouais. qui est considéré comme leur pire album, alors que je trouve que c'est un super album. Et, et je trouve que c'est des personnalités qui sont très complexes, en fait. Je sais que alors Cédric, il a pas très bonne réputation. Il a pas la réputation d'être quelqu'un de très aimable et Ouais, sympathique. mais ça reste des personnes qui, à la fois, sont d'énormes businessmen, sont des mecs ultra calculateurs, et qui, en même temps, je trouve, ont gardé cette espèce de on fait de la musique entre potes et il y a une vraie enfin il y a notamment et sur la complexité qu'ils ont dans leur relation entre eux, il y a notamment cette scène qui est incroyable où Lars Ulrich dit que ce matin il faisait son footing et que la seule envie qu'il avait c'était de hurler fuck à la tête de James Hetfield et il se met à hurler fuck dans toute la pièce et à se rapprocher vraiment super proche du visage de James Hetfield et à lui hurler fuck. Et en même temps, tu vois qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Enfin, il y a un truc que je trouve assez fascinant. Et en tant que métalleux et que fan de métal extrême, j'ai eu une Ouais. période où je dénigrais complètement Metallica. Mais non, c'est le plus grand groupe du monde. Point. Oui, c'est vrai que Voilà. la question, c'est si tu pouvais passer un jour. Donc, un jour, ça va. Je pense Ouais. que plusieurs jours dans la peau de Mais ouais, Lars Ulrich, ça pourrait être pénible. un jour en tournée dans la peau de Lars Ulrich. Et qu'est-ce que ça fait qu'est-ce que tu te dis quand tu fais un pain sur le break de One et que tu joues Mhm. devant 60 000 pélos, quoi. C'est vrai. Donc, ouais, je pense une journée dans la peau de Lars Ulrich, ça me. Joli. Et alors, la dernière question, une odeur qui te plaît particulièrement? Ah, c'est marrant, j'y ai pensé hier, j'étais à vélo. Ouais. Il y a une odeur sur quand des fois qu'il y a quand tu passes à côté des chantiers. Mhm. C'est quand ils passent la meuleuse et que tu as une odeur, je crois que c'est une odeur de soufre en fait. Ouais. J'aime beaucoup l'odeur du soufre. Ah, c'est drôle ce que ton odorat te raconte quand même des fois. J'aime beaucoup l'odeur du soufre. Après, j'aime beaucoup cuisiner, donc les odeurs de piment, d'ail, tout ça, c'est des trucs Ouais. qui me plaisent particulièrement. Et si ça devait être une odeur pour me parfumer, j'adore l'odeur de l'ambre. Ok. Ouais. Je l'ai pas là comme ça. Moi c'est l'ambre, c'est vraiment c'est marrant parce que pour beaucoup de gens ça fait un peu vieillot, un peu grand-mère comme odeur, mais moi c'est une odeur Je t'imagine bien avec un parfum de grand-mère. que Ça t'irait j'adore. bien. Je suis vraiment ouais, j'adore l'ambre. Du coup, je valide. Voilà. Et toi, ce serait quoi tes odeurs, les odeurs que Alors moi, une odeur qui me rend dingue, c'est les odeurs de classe, de salle de classe. Ok. Je pense que ça vient des protège-cahiers, plus Oui. précisément. Donc, et tout ce qui est Velleda, etc. L'odeur de salle de classe, ça me rend super nostalgique. C'est un espèce de truc incontrôlable. Et tu sais, ces trucs de mémoire olfactive, Oui. Oui. ça vient systématiquement. J'ai pas souvent l'occasion d'entrer dans une salle de classe aujourd'hui. Et je te parle vraiment des salles de primaire. À mon avis, une salle de classe en fac, ça a Oui, pas cette évidemment, odeur, évidemment, ouais. ce truc de mémoire olfactive Ouais, comme les ça. petits pots de colle. Ouais. Sinon, une odeur un peu plus de la parfumerie. Je sais pas, je suis pas très parfum. J'ai une bouteille de parfum que j'ai depuis. Ma mère me l'a offert quand j'avais 17 ans Mhm. et il m'en reste encore. C'est Classique de Jean-Paul Gaultier. Je l'aime Ok. beaucoup et je crois que la formule a changé depuis. Et du coup, elle est les moments où je me parfume, c'est toujours très rare et symbolique. Mhm. Donc, ça va être cette bouteille de Classique avec cette formule tombée en désuétude, apparemment, enfin, qui n'existe plus. Voilà. Très bien.
Bah écoute, merci beaucoup. Mais avec Comme je t'avais grand dit, j'ai une plaisir. dernière question. Oui. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire? Donc Oui. une personne avec qui tu peux me mettre en relation et une plus inaccessible. Alors, j'ai un duo avec qui je pourrais te mettre en relation. Ok. Figure-toi que ce serait génial, que je connais quelqu'un qui connaît personnellement les frères Tang. What? Ouais. Waouh. Donc ça pourrait être très rigolo d'avoir les 2 frères Tang, les vrais, dans Aléatoire. Je suis pas sûr qu'ils accepteraient. La question n'est pas qu'ils accepteraient, la question c'est que je peux te mettre en relation. C'est vrai. Et puis sinon, j'aimerais beaucoup voir Anta enfin pas voir mais entendre du coup Anta dans ton podcast. Anta c'est une De Horty? de Horty. Ok. Ah, je suis ultra chaud, ouais. Et franchement, je pense qu'on pourrait lui proposer parce que c'est une nana que je trouve très mystérieuse. Elle a un univers de fou. Vraiment, dans son écriture, je trouve qu'elle part dans des sentiers incroyables. Et pourtant, il y a très peu de choses sur elle. Il y a pas ou peu d'interviews. Sur les réseaux sociaux, elle poste des trucs, mais elle est très... Je pense que c'est quelqu'un de très secret et je serais très curieuse. Ah, mais je serais super. On super t'embrasse, chaud, ouais. Anta. On voudrait tellement en savoir plus sur toi. En plus, je sais que maintenant, elle voit mes DM sur Instagram. Parce que, en gros, il y a pas longtemps, elle a partagé un morceau d'un rappeur que j'aime énormément et qui est pas très connu en France, qui s'appelle Sauce Moula, qui est un espèce de. Enfin, il est américain, mais il est d'origine brésilienne. Il est complètement taré. Et ça se voit ça se voit que le mec est dangereux, hein, vraiment. Et je l'ai vu en concert et le mec fait peur. Parce qu'il fait une tête de plus que moi, il est 3 fois plus large que moi, il a ce côté naturellement stock. C'est pas le mec qui allait à la salle, c'est le mec qui est né pour être une machine à tuer, clairement. C'est bad. Ah ouais, et puis sa musique est complètement... Enfin, c'est limite la version rap du death metal, quoi. Okay. Ça hurle énormément, ça parle que de tuer des gens, de prendre de la drogue et de baiser tout le monde. Enfin, c'est formidable. Meilleur programme. Et du coup, ouais, j'ai juste... en gros, j'ai envoyé un ad-lib de ce rappeur. Donc les ad-libs, c'est des sons que font les rappeurs dans leurs morceaux. Donc ils font le texte et des fois derrière, ils font des bruits genre ou It's lit pour Travis Scott. Et donc, tu fais très bien d'ailleurs. Et grosse dédicace à mon ami Mugen, avec qui j'étais hier soir et avec qui on partage cette passion. On t'embrasse, Mugen. Qui partage cette passion pour ce moment-là. Et donc son ad-lib, c'est Sleazy. Et donc je lui avais juste envoyé Sleazy en mode... tu peux refaire Sleazy. Joli. Le premier était mieux. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'elle l'avait vu, elle l'a liké, donc je pourrais lui envoyer un message. Fais ça. Et lui dire, mais je S'il te plaît, fais ça. Je serais super chaud pour faire un épisode avec Anta, d'Horty. Puis en plus, j'avoue que quand Horty est sorti, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc et tout, j'adhère pas et tout. Et je l'ai réécouté, je crois, 2 ou 3 ans après leur sortie, quand elles avaient déjà plus ou moins splitté, arrêté. Et je m'étais dit, mais en fait, non, elles avaient tellement d'avance. Elles étaient un peu comme Xanadu, en fait. Le monde n'était pas prêt. Et je ne sais pas si le monde est toujours prêt pour Horty. Moi, je suis prête pour Horty. Oui. En tout cas. Voilà. Et pour Xanadu aussi. Et pour c'est ça. Écoute, merci encore d'être venu chez moi pour enregistrer, pour tes réponses pour cet épisode. Sur quelle plateforme est-ce qu'on retrouve Léa Jacques Test essentiellement? Eh bien, sur Spotify, sur Bandcamp qui est un petit peu plus éthique que Spotify. Ouais, j'ai mon merch d'ailleurs sur Bandcamp avec tous mes zines, mes CD, mes t-shirts, mes affiches, toutes les choses graphiques que je fais autour de mon travail. Sur Instagram et un petit peu Facebook, même si j'ai pris un petit peu de recul avec les réseaux sociaux dernièrement. Mais je suis quand même régulièrement sur Instagram surtout et Facebook un petit peu. Et voilà, et prochainement on concert sans doute dans un endroit obscur et ingrat, même si je fais une petite pause sur le live, mais on se retrouve, j'espère, je suis en train d'organiser ça, on se retrouve à la rentrée pour la release party de mon fanzine, de ton fanzine, La vie secrète des chansons cathartiques. Je ferai en sorte de partager sur le compte Instagram si je décide de me réveiller sur mon compte Instagram, vu que vous l'avez peut-être remarqué, chers auditeurs et auditrices, que je m'étais un
peu laissé aller ces dernières semaines. Mais on te comprend. J'avais d'autres trucs à gérer. Mais vous pouvez toujours retrouver Aléatoire, @aléatoire_s sur Instagram et sur Twitter et même sur Facebook depuis peu de temps d'ailleurs. Je suis aussi sur Facebook. Sur Facebook, c'est juste pour quand il y a des événements. Il n'y a pas souvent d'événements. Mais voilà, retrouvez-nous sur les plateformes. J'espère que vous avez passé un bon épisode et je vous dis au prochain. Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les trois en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.